Pour moi, c'est ça l'éducation, en fait. C'est élever les enfants à tous les possibles et à tout leur potentiel qui sommeille en eux et qui ne demande qu'à avoir une main finalement bienveillante et guidante qui dit « va par là, oui, évidemment que tu peux y aller ». Tu sais, tu as juste à souffler quelque part sur ce vent de tous les possibles et ça leur fait comprendre que « ah oui, en fait, je peux vraiment y aller ». Et puis même s'ils se plantent, ils apprennent de toute façon. Bonjour, bienvenue sur le podcast Le vent d'un nouveau monde. Je vous emmène à la rencontre de personnes dont le parcours ou ce qu'elles offrent au monde m'inspire ou m'aide à avancer. Car ces rencontres, pour moi, sont un moyen de se rencontrer soi et de réaliser que nous sommes peut-être, au fond, tous un peu les mêmes. Et surtout, que nous voulons tous un monde plus juste. Et si l'on commençait à l'incarner, ce nouveau monde, en s'inspirant les uns les autres et en allant à la recherche de solutions? Et si tout commençait par soi? Si tout partait de l'intérieur? Je crois que si l'on arrive ensemble à faire taire nos peurs et à suivre un peu plus notre cœur, nous ferons changer bien des choses. Je vous souhaite une très belle écoute. Voici un épisode plutôt spécial, car il ne s'agit pas de l'une de mes propres interviews, mais d'un épisode du podcast « C'est quoi le bonheur pour vous ?» de Julien Perron. Julien a eu la merveilleuse idée que l'on s'échange un épisode de podcast afin de faire découvrir à nos auditeurs nos podcasts respectifs dont les valeurs et messages se rejoignent. Comme vous le savez, si vous connaissez le podcast, c'est ça pour moi aussi le vent d'un nouveau monde. Partager, diffuser, faire connaître le travail d'autres acteurs du changement et de l'éveil des consciences. Je connaissais déjà le travail de Julien par le biais de ses vidéos YouTube où il interroge des personnalités sur leur conception du bonheur. Il en a d'ailleurs fait un film que je vous conseille vivement et qui est disponible gratuitement sur YouTube. Dans son podcast, Julien donne la parole à de nombreuses personnes inspirantes, certaines dont je connais et apprécie grandement le travail, et donc j'ai eu vraiment du mal à choisir quel épisode vous partager. Finalement, j'ai décidé de vous faire découvrir Armelle Six, qui est pour moi une grande inspiration et dont j'ai adoré l'interview car elle résonne avec de nombreux messages de mon podcast. Armelle nous offre une belle histoire de résilience et nous fait part d'une épreuve qui l'a conduite à des changements de regard, à des changements de vie, à une grande profondeur aussi et à une immense gratitude. Et aussi à la création de projets, comme par exemple l'école du mouvement de la vie. Elle nous partage dans cet épisode sa vision d'une éducation consciente qui se doit d'être une éducation au bonheur et un enseignement à l'écoute de soi pour permettre aux enfants, qui sont le futur de l'humanité, ne l'oublions pas, d'être qui ils sont. Mais tout cela, bien sûr, vaut aussi pour nous les adultes. Et Armelle nous invite ainsi à rallumer la flamme de l'enfant rêveur en nous, à croire en nos rêves et nous rappelle à la sagesse des enfants. Et si ce n'était pas nous qui vivions notre vie, mais que nous étions vécus par la vie, comme elle nous l'explique. Ce sont des partages et une vision des choses qui vous rappelleront peut-être d'autres épisodes du podcast, comme par exemple les épisodes 16 avec Agnès Lambert-Inègre. Je vous souhaite une très belle écoute. Le principal obstacle au bonheur, c'est nos propres pensées. C'est pas quelque chose d'extérieur à soi. Le bonheur pour moi, c'est la liberté. Pour moi, c'est très simple en fait, le bonheur. C'est juste être. Bienvenue sur le podcast C'est quoi le bonheur pour vous ? Je m'appelle Julien Perron, je suis le réalisateur du film C'est quoi le bonheur pour vous ? Pendant plus de 4 ans, je suis parti à travers le monde pour interviewer 1500 personnes autour de cette question fondamentale. À travers ce podcast, on parlera bien-être, développement personnel et médecine douce. Je vous souhaite un merveilleux voyage sur la route de la connaissance de soi. Aujourd'hui, j'ai le plaisir de recevoir Armelle Six. Armelle est enseignante de vie, conférencière et auteure. Elle a vécu, à l'âge de 23 ans, une expérience plus que bouleversante, le décès de son jeune enfant. Après des années de profond cheminement intérieur,
où elle a exploré le sens de la vie et l'écoute profonde, elle s'est découverte sur un nouveau jour. C'est tout l'objet de l'enseignement qu'elle partage aujourd'hui à travers le monde. L'écoute du mouvement de la vie au service de notre être. Je vous souhaite une belle écoute. Salut Armelle. Coucou Julien, merci beaucoup pour la présentation. Bonjour à tous, bonsoir à tous. Je vais te laisser te présenter parce que, comme je disais, nous on se connaît depuis le film C'est quoi le bonheur pour vous. T'as fait partie quasiment des premières personnes que j'ai rencontrées parce que j'étais tombé sur ton livre dans une librairie et je me suis dit tiens, voilà une personne qu'il faut que je contacte dans cette quête que j'avais autour du bonheur. Et puis le courant est bien passé en fait quand on s'est rencontrés, on a gardé contact. T'as intervenu dans nos événements au Festival pour l'école de la vie et puis voilà, il y a toujours eu ce lien en fait. On s'est même vu dans une projection de film C'est quoi le bonheur pour vous en Belgique. Voilà, on a toujours été un peu comme ça, pas très loin en fait l'un de l'autre. Ouais, et on se disait d'ailleurs, clin d'œil à Sam, si tu nous regardes ce soir, qu'on avait une connaissance assez commune. Ouais, et donc Sam, qui est un ami et qui a été notre prof de yoga d'ailleurs sur un séjour en vélo, yoga, méditation. Donc Sam, si tu nous écoutes. Donc Armelle, pour les gens qui te connaissent pas, qui es-tu ? Qui suis-je ? C'est toujours une très bonne question, je trouve. C'est assez marrant parce que tu me poses cette question-là parce que j'ai eu un coaching aujourd'hui et avec cette personne, justement, on parlait des définitions qu'on peut se mettre sur soi et comment ça peut nous empêcher même de nous révéler pleinement à qui on est. Et je lui disais, mais finalement, les noms qu'on se donne, c'est-à-dire je suis conférencière, je suis coach, je suis enseignante spirituelle, je suis auteur, je suis ci, je suis là, ou finalement c'est tellement, oui c'est utile parce que ça nous met dans une boîte, c'est plus facile pour les gens de pouvoir dire tiens moi j'ai envie de ça donc je vais aller vers telle personne, mais en fait c'est aussi très limitant parce que quand je me mets dans une boîte, ça veut dire que je limite tout le spectre de ce que je pourrais faire et donner et être en fait et on est tellement plus vaste que toutes les définitions qu'on peut se mettre. Et donc je lui disais il y a des moments dans ma vie où quand on me pose cette question je me sens comme je ne sais pas en fait, je suis ce qui est dans le moment et je suis tout et rien en même temps et en fait je suis tellement multiple et d'une facette à l'autre, d'un jour à l'autre en fonction de ce que je vis dans mon quotidien, je suis tout à fait interchangeable en fait. Donc je peux tout à fait prendre la casquette de quelque chose, je peux prendre la casquette de femme aussi, je te disais que j'étais avec ma filleule ce matin, je peux prendre la casquette de marraine et puis m'éclater comme une folle et elle était là hier soir et par exemple on parlait belge, donc on prenait notre accent belge, bruxellois toutes les deux et on riait comme des folles. Donc voilà, en fonction de ce qui va se passer dans le moment, finalement la définition peut être différente, mais je suis tellement plus vaste, mais on l'est tous en fait et c'est vraiment ça que j'apporte et que j'invite dans le quotidien. Donc voilà, aujourd'hui j'ai envie de dire ça en fait, je suis limitée, je suis ce qui se passe dans le moment et en même temps oui j'ai vraiment très à cœur de réamener l'humain, réhumaniser la société, réhumaniser l'éducation, réhumaniser l'entreprise, amener vraiment cette connaissance de qui on est dans cette vastitude justement, dans cette illimité, dans tous nos potentiels, dans tout ce qui vibre dans notre cœur et donc donner me dire je suis auteur ou je suis ci ou je suis là, ça ne fait pas vraiment honneur à tout ce que j'apporte ou j'ai envie en plus d'apporter dans le monde. Donc aujourd'hui je vais partir avec ça, Julien. Merci. Moi quand on me pose la question, je dis que je me considère comme un citoyen du monde avant tout. Excellent. Parce que c'est ce que je ressens profondément et je vois pas, s'il faut donner une définition, j'ai du mal à imaginer autre chose, à part les autres étiquettes, chef d'entreprise, etc. Moi, je me considère comme un citoyen du monde qui participe à sa façon à essayer d'améliorer un peu notre société et de semer des graines autour de moi, quoi, tout simplement. Exactement. Ouais, c'est magnifique, c'est vraiment ça. Ouais, tout à fait. De sentir ce lien et cette connexion avec tout et avec tous, en fait. Il n'y a pas de frontières, il n'y a pas de différence. Oui, en même temps, on est tous uniques et en même temps, on a tous la même source. Donc, c'est clair. Hein. Vraiment... Peut-être que tu peux nous expliquer ton parcours, en fait, ce qui t'a amené justement à être dans ces réflexions, à avoir ce désir, tu sais, de semer des graines. Aussi, tu vois, autour de toi, tu parlais du monde de l'entreprise, il y a le volet aussi éducatif. Voilà, raconte-nous un petit peu ta trajectoire, ce qui t'amène à être ce que tu es là aujourd'hui. Oui, avec grand plaisir.
Donc, pour la plupart des gens qui me connaissent, ben, vous savez très certainement que j'ai perdu mon fils, en fait, en 2001. Donc, mon fils avait 13 mois. En 5 jours, il est parti. On n'a jamais véritablement bien su ce qui s'était passé. Mais bon, des années plus tard, il y a plein de choses qui me sont venues et c'était assez fulgurant. Ça a créé quelque chose qui ressemblait à une méningite. Et de ce que moi j'ai reçu en méditation, je pense vraiment que ça venait de ces vaccins. En fait, j'avais complètement oublié que je les avais fait juste avant. Et en fait, 10-12 jours avant que ça se passe, ben, je lui avais fait faire ces vaccins. Donc, voilà, il y a ça qui s'est passé. Et ça a évidemment complètement changé ma vie. Alors parfois ça fait bizarre aujourd'hui de continuer à dire que c'est ça qui a changé ma vie et que c'est ça qui fait qu'aujourd'hui, parce que ça fait tellement d'années et en même temps ça fait tellement partie de qui je suis et je n'ai que de la gratitude en fait pour lui. Alors évidemment, si on me posait la question, tu préférerais pas qu'il soit là que d'avoir vécu cette vie? Bah oui, je préférerais honnêtement le voir aujourd'hui à 20 ans et puis voir le jeune homme qu'il serait et voir ce qu'il créerait dans sa vie. Parce que quand je voyais le petit bout qu'il était à 13 mois déjà, il était plein de vie et hyper joyeux, c'était magique à vivre. Mais en même temps, je dois dire que la réalité, elle est qu'il n'est plus là. Et que grâce à ça, ça m'a complètement ouvert sur une autre facette de la vie. Ça m'a montré que la vie était précieuse, ça m'a fait vivre la vie de façon encore plus intense. Ça m'a permis de contacter comme une urgence de vivre, de vraiment dire « Ah ouais », ça m'a fait prendre conscience de tous mes rêves oubliés, en fait, de tous les rêves qui étaient morts en moi. Ça m'a donné envie de les raviver, de les ranimer. Et puis ça m'a fait surtout tomber plein de peurs et de limitations que j'avais à l'époque. Parce qu'avant lui, j'étais quand même super timide. J'imaginais pas vivre ailleurs que dans ma ville natale et je détestais aller vers les gens. Donc il y a quand même il y a eu du changement quand même, hein, on peut le dire. Et du coup, en fait, oui, je n'ai que de la gratitude parce que j'ai vraiment l'impression qu'on s'est tous les deux donné naissance. Tu vois, je lui ai donné naissance et en mourant, il a donné naissance à celle que je suis aujourd'hui. Donc voilà, il y a eu beaucoup de chemin. Ça m'a emmené à un moment, ça m'a vraiment recontacté avec ma voix intérieure, avec la voix de la sagesse, ce que j'aime appeler aussi notre GPS en nous. Et en fait, ça fait maintenant 19 ans que je vis ma vie comme ça et ça a été juste spectaculaire. On en parlait un tout petit peu, de vivre vraiment dans l'écoute, dans la spontanéité du moment, dans là où la vie m'invite, de ce qui se passe. Et finalement, tout ça m'a amené sur un chemin profond d'éveil à ma vraie nature, de me retirer pendant 5 ans de la société avec comme seul objectif de m'éveiller à ma vraie nature, de méditer du matin au soir, d'apprendre à vivre en présence au quotidien, de vivre au service pendant 4 ans dans une communauté où la seule chose qui m'importait, c'était d'être au service parce que le jour où j'ai goûté à ça, à ce que c'était de donner à quelque chose qui était plus grand que moi, en fait, sans chercher quoi que ce soit en retour, de juste donner pour donner, ça a complètement donné du sens à ma vie, en fait. Le jour où j'ai commencé à faire ça, j'étais « Waouh, je crois que je suis née pour ça, en fait. » C'était vraiment le truc « Waouh, c'est juste magique, quoi. » Et donc, ça m'a vraiment ouvert le cœur et ça m'a permis de découvrir ce que c'était de vraiment donner. Pas donner dans le sens de qu'est-ce que je vais pouvoir obtenir de ça, mais donner juste pour donner et combien ça ouvre le cœur. Et j'en parle beaucoup encore aujourd'hui parce que pour moi, je pense que tout le monde devrait passer par une expérience pareille pour se rendre compte véritablement, puis tu l'as bien vécu dans toutes les interviews que tu as fait autour du monde, en fait. Hein. Même si tu en as fait un DVD après, que tu en as fait un film et que tu en as fait tout ça, tu as vraiment donné sans compter. Quand tu vois toutes les vidéos qu'il y a sur Internet, de tout ce que tu as apporté au monde, c'est vraiment cette dévotion à servir quelque chose qui est plus grand et sans chercher de retour et puis d'en faire quelque chose qui va finalement éclairer, ouvrir, égayer ce monde, l'humaniser, enfin rendre des possibles en fait. Et donc c'est clair, ça a fait énormément partie de ma vie, ça fait toujours partie de ma vie comment je la vis aujourd'hui, de vraiment cette envie plus que jamais d'être au service, de voir aussi, d'ouvrir ses possibles constamment, de changer toutes ces perspectives. Et c'est vrai que tout ce chemin de reconnexion à ma vraie nature, pour moi, a été un tournant définitif, j'ai envie de dire, parce qu'il y a vraiment eu un avant, un après. Il y avait de la souffrance et je comprenais pas trop mon expérience. Et puis, il y a vraiment eu un moment où, quoi qu'il se passe dans ma vie aujourd'hui, c'est OK, en fait. Il n'y a plus jamais de problème. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a plus d'émotions. Ça ne veut pas dire que la vie est rose tous les jours. Ça veut dire que la vie est ce qu'elle est et que quoi que ce soit qui se passe,
ben c'est OK comme c'est, en fait. Et puis finalement, ben, je dirais aujourd'hui, par rapport à peut-être ce que j'ai dit dans la vidéo et l'interview que tu avais fait de moi, finalement, le bonheur, est-ce que c'est pas l'attitude qu'on a par rapport à la vie? Parce que la vie, elle va toujours être ce qu'elle est, mais comment on va choisir de la vivre et l'attitude qu'on va avoir par rapport à tout ça, c'est ce qui fait notre joie, c'est ce qui fait la paix qui est là et c'est ce qui fait notre bonheur finalement. Parce que s'il n'y a plus jamais de problème, quelles que soient les circonstances de la vie, je crois que c'est ça le bonheur et la paix en fait. Ouais, c'est intéressant de revenir sur la définition que tu nous avais donnée dans le film. Parce qu'on pourrait d'ailleurs même inviter les gens à se poser la question ce soir, hein, c'est quoi le bonheur pour vous? Posez-vous cette question. Ça. Et je trouve ça intéressant qu'elle puisse évoluer. Moi, la définition, elle n'a pas évolué avec le temps. Tu vois, elle est restée quand même assez identique parce qu'elle est très proche de mes besoins. En fait, pour moi, le bonheur, il est rattaché à mes besoins et mes besoins sont extrêmement primaires. C'est manger, dormir, voyager, être en contact avec les gens, l'amour, l'amitié. C'est pour ça, en fait, que ça n'a pas évolué, je pense, parce que je suis toujours dans cette dynamique, quoi. Je pense que de manière très raccourcie, pour moi, c'est ça le bonheur. Mais je te rejoins sur une autre chose. Magnifique, Julien. Je te rejoins sur une autre chose, c'est le côté de donner. Ce matin, je donnais une interview pour un sommet autour de la famille et de l'éducation, et je parlais de ça encore parce que j'en parle aussi très souvent. Parce que, en fait, à mon sens, dans l'idéal, et là, on va peut-être parler un peu d'éducation, il faudrait accompagner en fait les enfants le plus tôt possible à se révéler dans ce qu'ils sont réellement, tu vois, dans leur être, en fait, dans leurs excellences, parce que potentiellement ils peuvent en avoir plusieurs. Et donc, je me laisse penser que si ces enfants, plus tard, en tant que jeunes adultes ou adultes, mettent à contribution leur talent justement pour les autres, en fait, pour le bien commun, ben ils seront totalement dans cette dévotion, dans cette idée qui rejoint une grande étude d'ailleurs autour du bonheur, que à partir du moment où tu mets à contribution tes talents pour les autres, pour l'humanité, pour tes voisins, pour peu importe en fait, t'es dans cette démarche de tendre vers du bonheur parce que ça t'apporte énormément. En fait. Et donc ouais, 100% là-dessus, quoi. Et d'où l'éducation. On nous apprend pas ça en fait quand on est jeune. Non, pas du tout. Et souvent, moi, en fait, même je me souviens, au tout début de mon chemin spirituel, j'avais peur de recevoir, par exemple, et j'étais pas très à l'aise avec l'idée de donner et recevoir parce que j'avais vraiment un aspect très il y a un échange en fait. Tu vois, c'était comment je sais plus le mot exact. Mais enfin, en tout cas, il y a l'un et l'autre ne sont pas séparés dans le sens où si je donne, je m'attends à recevoir. C'est ce que j'avais connu de mon éducation. En fait, je voyais ça chez ma mère, par exemple. Hein. Elle donnait, mais elle s'attendait à ce qu'on reçoive, à ce qu'on lui donne en retour. Et donc, il y avait toujours cette espèce de, je sais pas, de truc pas très net, en fait, dans l'énergie, de toute façon. Et puis du coup, bah, moi, j'avais toujours peur de recevoir quand on me donnait. Parce que je me disais, oui, mais alors je vais devoir donner en retour. Et je me disais, mais c'est pas très juste parce que donner, c'est un truc à un sens, en fait. Tu donnes parce que tu as envie de donner. Et donc, j'avais comme une connaissance, enfin, comme un truc intuitif par rapport à donner qui avait cette couleur-là. Et en même temps, de mon éducation, c'était pas du tout ça, en fait. Il n'y avait pas de selfless giving, comme on dit en anglais, de donner indépendamment. Donner. Pardon ? Donner juste pour donner. Exactement, c'était ça. Et je trouve que c'est super important parce que ça change complètement la coloration de notre vie. Et ça me fait penser, du coup, tu vois, tu avais mis sur l'affiche du live qu'on parlerait probablement de l'école du mouvement de la vie, qui est l'association d'éducation au bonheur, justement, que moi j'ai créée. Et j'adorerais vraiment, enfin, mon objectif d'ailleurs, je bosse un peu là-dessus dans un projet, c'est d'en faire une école pour enfants, avec vraiment cette dimension de projet qui contribue au monde, qui contribue à la société et que, entre autres, il y ait vraiment cette dynamique que les enfants aient envie, enfin voilà, qui fonctionne aussi sur base de ça, de tiens, quand on se met ensemble, qu'est-ce qu'on a envie de faire, qu'est-ce qu'on a envie de créer, qu'est-ce qu'on voit qui ne fonctionne pas dans la société, qu'est-ce qu'on aura envie de faire différemment. Et donc, il y a vraiment comme cette dimension, je sais pas, géopolitique, c'est ce qui me vient, mais tu vois, et de voir, tiens, dans la société, qui on est comme citoyen et quel genre de citoyen, quel genre de monde, quel genre de société, et comment est-ce qu'on peut finalement remplir ces écarts, ces gaps, hein, ces écarts qui sont là, et comment est-ce qu'on peut donner quelque chose qui va servir le bien de tous, en fait. Parce que moi, ce que je vois comme un problème aujourd'hui, c'est qu'on est souvent très individualiste.
On fonctionne beaucoup pour soi. Et puis justement, il y a pas nécessairement cette dimension plus élevée. Hein, et là, j'ai envie de parler un peu de spirituel parce que je crois que ça fait aussi partie de ce qui fait qu'on peut être mal dans la période qu'on traverse aujourd'hui. C'est que si on n'a pas cette dimension spirituelle et qu'on voit juste ce qui se passe, ça peut être super effrayant ce qu'on traverse aujourd'hui. Si on a une dimension plus élevée que juste ce qui se passe dans le quotidien, mais qu'on voit que ok, il y a un plus grand ordre des choses, il y a quelque chose qui se passe qu'on ne peut pas comprendre, mais intuitivement, on peut juste s'en remettre à quelque chose de plus grand et juste savoir, ok, les choses se passent exactement comme elles doivent se passer. Il n'y a pas d'erreur en fait dans le grand plan de la vie. Je trouve que là, il y a vraiment une paix qui peut se trouver et quelque part, on peut se reposer sur le fait que tout va dans la direction dans laquelle ça doit aller. Et du coup, on n'est pas dans la peur, on n'est pas dans l'angoisse, on n'est plus dans le même stress, on n'est plus en train de chercher nécessairement des certitudes, on peut davantage se poser et du coup vraiment être à l'écoute de qu'est-ce que j'ai envie de donner à ce moment, qu'est-ce que je peux recevoir aussi de ce qui est en train de se passer. Et c'est vraiment cette dimension moi, que j'aimerais amener dans l'école que j'aimerais créer, c'est vraiment cette dimension spirituelle aussi, mais d'être à part entière en fait, comme tu disais, de citoyen du monde, d'être à part entière, de citoyen de la vie, enfin tu vois, d'avoir toutes ces dimensions qui sont réunies et de voir, sur base de ça, qu'est-ce qui m'habite en fait et comment est-ce que chaque personne, chaque accompagnant peut soutenir ce mouvement naturel de la vie en chaque enfant pour faire finalement de ce monde ce qu'on sait tous qu'il peut devenir. Hein. Oui, c'est sûr. Hein. Là, tu prêches un convaincu. Hein. Tu sais, moi aussi, j'ai un projet depuis 5 ans d'ouvrir une école, l'école de la vie. Ouais. Donc, on se rejoint parfaitement. La notion pour moi qui est peut-être encore un peu difficile, peut-être moins en Belgique, tu me diras, mais en France, c'est sur le côté spirituel. En tout cas, tu sais, le mot spirituel en France, il est mal étiqueté. Il est étiqueté New Age, tout ce que tu veux, mais il a une connotation un peu péjorative. Et je pense qu'en France, ça serait trop délicat en fait d'apporter cette notion. Je pense qu'on peut l'aborder, mais pas forcément en la citant. C'est-à-dire que c'est plutôt en fonction des personnes, des acteurs qui seraient présents et qui participeraient à ce projet. À mon avis, on peut l'aborder, ouais, mais sous un angle très différent. Enfin, peut-être qu'en Belgique, c'est différent. Je ne sais pas, toi, tu veux la créer où, d'ailleurs, cette école? Peut-être que c'est en France, je ne sais pas. En Belgique? Non, en Belgique. Je suis revenue me poser en Belgique et puis là, je sens que c'est vraiment ici que j'ai envie d'être. C'est ici que j'ai envie aussi de poser ça. Il y a quelque chose, j'ai comme reconnecté vraiment à ma terre natale ces derniers temps et merci au confinement parce que ça m'a beaucoup aidée. Moi qui étais sur les routes tout le temps, je dois avouer que c'est assez délicieux en fait d'être ici. Je viens de me poser dans ma nouvelle maison depuis 3 semaines et je suis vraiment trop heureuse quoi. Ouais, c'est vraiment chouette, je suis très contente. Ah oui, c'est vraiment très récent, plus de 3 semaines, d'accord. Ouais, ma nouvelle maison, oui, oui, c'est ça. Et voilà, c'est super chouette, je suis vraiment contente. Et puis oui, pour parler du spirituel, je ne sais pas si le nommer comme ça serait d'emblée quelque chose qui serait où les gens seraient ouverts à ça, mais en même temps, je sens que ça a besoin d'être nommé aussi, parce que pour moi, le spirituel, c'est juste l'humain en fait. Je crois qu'il faut changer la vision de ce qu'on imagine être spirituel. Être spirituel, c'est simplement être humain. J'ai l'impression que, en fait, on est une partie quand on est juste humain, quand on n'a pas justement cette dimension spirituelle. C'est-à-dire qu'on n'est qu'une partie de qui on est, tandis que quand on se reconnecte aussi à cette partie spirituelle, on est un être humain. D'ailleurs, c'est pour ça qu'il y a les deux, quoi. Enfin, tu vois, il y a être et humain. Et donc, je crois que, en tout cas, moi, je me sens à cet endroit-là, d'avoir envie vraiment de ramener aussi cet espace-là dans notre quotidien, d'une façon qui peut être acceptable et entendue par tous, peut-être pas nécessairement en poussant des portes. De toute façon, chacun poussera les portes qu'il a envie de pousser. On peut rien forcer, puis je suis là pour convaincre personne. Mais je suis sûre qu'il y a quelque chose à faire d'une façon qui peut toucher les gens et à voir. Est-ce qu'en effet on nomme le côté spirituel ou alors est-ce qu'on parle de être dans enfin voilà, il y a certainement des façons de nommer en tout cas qui peuvent moins faire peur aux gens. Mais aussi, je trouve que ça doit faire partie de ce qui est promu malgré tout dans l'école. Ah oui, c'est clair. Il y a d'ailleurs une citation qui dit « Est-ce que le 21e siècle sera spirituel ou pas ?» Ah ouais, carrément.
Mais c'est vrai qu'il faudrait redéfinir le mot spiritualité, hein, parce que très clairement, comme je le disais, il y a vraiment une connotation très péjorative sur ce mot-là. Ouais, Est-ce que tu peux nous parler un peu plus peut-être de l'école, justement, du mouvement de la vie, qu'on comprenne ce que c'est? Ok. Pour l'instant, donc c'est mon association. J'ai créé une association il y a 5 ans d'éducation au bonheur, d'éducation à l'écoute de soi et à la pratique de la présence au quotidien. Donc pour moi, c'est vraiment c'est dans cette optique, toutes les formations que je donne font partie de ça. Et donc aujourd'hui, c'est un espace symbolique puisque il n'y a pas de lieu spécifique, mais j'ai eu envie de la nommer École du mouvement de la vie parce que j'ai vraiment envie qu'à un moment elle devienne un lieu physique. Et donc j'ai envie d'aller plus loin que ce soit juste. Tu vois là par exemple, il y a déjà la formation en ligne qui s'appelle Grandir ensemble, qui est vraiment une formation à la parentalité consciente. Tu parlais du livre tout à l'heure, ou à l'éducation consciente, parce que c'est vrai que c'est surtout adressé aux parents, mais c'est clairement aussi pour les enseignants, les éducateurs, tous les gens qui sont dans l'éducation en tout cas, et avec cette dynamique de ramener la présence, l'écoute et l'authenticité, c'est vraiment les 3 grands axes de ça dans la parentalité, dans l'éducation. Donc ça pour moi c'est vraiment un volet important. Je sens et je suis sûre que tu penses la même chose, ou en tout cas à ta façon, qu'il n'y a rien à faire. Les enfants sont le futur de l'humanité. On doit les accompagner, on doit leur donner de nouveaux possibles et puis surtout leur permettre d'être eux. Je crois qu'aujourd'hui, on n'en est plus dans une éducation. Moi, je vois beaucoup ça avec ma filleule, par exemple, dont j'ai parlé, qui a 18 ans. Ça fait 6 ans que je lui dis, ma chérie, voilà, quand tu sens que t'es pas d'accord avec quelque chose, c'est super ok que tu le dises, c'est super ok que tu réagisses, pas en étant irrespectueuse ou quelque chose comme ça, mais en tout cas de faire entendre ce qui est juste pour elle, de faire entendre quand elle se sent pas respectée, justement. J'ai souvent dit à ma maman, je dis, tu sais, ce que tu as réussi à faire partiellement avec moi, parce que déjà moi je réagissais, je dis t'arriveras plus à le faire avec elle, parce que c'est vraiment elle en fait et mon neveu qui m'ont vraiment beaucoup appris. J'avais déjà une intuition par rapport à cette génération. Je dois dire que j'ai été quand même touchée beaucoup par la mort de mon fils. Ça m'a beaucoup révélée et éveillée aux enfants. Pas dans le sens où j'essayais de combler quelque chose, mais c'est comme si ça a vraiment mis mon attention sur plein de choses. Et j'ai souvent eu envie de donner des groupes philosophiques pour enfants. Et puis, je pense que j'étais juste pas prête à l'époque. Je suis partie sur mon chemin spirituel. Il s'est passé tout ça. Mais j'ai vraiment beaucoup vu avec ma filleule et mon neveu tout ce qu'ils avaient en eux, en fait, la sagesse qu'ils avaient en eux, comment ils faisaient confronter mes parents, comment ils venaient confronter leurs parents, et comment tout ça était très juste, parce que moi, je le voyais dans un espace différent, j'étais un peu en recul, et du coup, je voyais véritablement comment ils étaient alignés, comment ils étaient connectés, comment ils allaient toujours taper dans les failles de chacun, comment ils allaient taper dans les blessures de chacun, et donc, à chaque fois, ils venaient vraiment quelque part comme des enseignants, et je dis pas que eux-mêmes avaient pas des choses à apprendre, certainement, mais j'ai toujours été en soutien de ce qu'ils vivaient, justement parce que je voyais la justesse de tout ça. Alors, ça veut pas dire qu'il n'y a pas des moments où je disais à ma filleule, là, je trouve que tu vas trop loin, ou tu vois, là, je trouve que c'est pas juste la façon dont tu parles à ta maman ou à mamie ou des choses comme ça. Mais j'ai été beaucoup en soutien et je lui rappelais toujours, ma chérie, sache une chose, c'est que tout ce que tu veux est possible. Ne lâche jamais tes rêves. Qui que ce soit peut te dire que c'est pas possible, arrête de rêver, laisse tomber ça. Je dis, ne les crois pas. Moi, je te dis que tout ce que tu veux, c'est une graine de possible qui est en toi. La vie l'a mis là pour quelque chose, c'est pour ça que tu rêves de ça. Donc, ne le lâche surtout jamais. Et je vois qu'il est vraiment comme ça, en fait. Aujourd'hui, tu vois, c'était trop beau, j'ai adoré. On était à table, on était en train de prendre un petit déjeuner, et alors elle était avec son amoureux, et alors il y a son papa qui l'appelle et qui dit ah ma chérie, est-ce que tu as reçu la photo du chien? Puis elle dit comment ça, la photo du chien? Et puis alors il lui fait ben oui, j'ai acheté un chien. Elle dit quoi? T'as acheté un chien? Et alors, c'était trop beau parce qu'elle raccroche, je fais plus court, elle raccroche et elle fait « Oh, Mana, tu sais quoi? Ça faisait 15 jours que je lui parlais du chien. Ça veut dire que à chaque fois que je veux quelque chose, il faut que j'en parle et que j'en parle et que j'en parle et que j'en parle. Et ça vient. » Je lui fais « Oui, c'est ce que je te dis depuis 6 ans, ma chérie. Oui, c'est ça. » Oui, c'est clair. Et tu vois, c'est vraiment cette dimension, quoi, d'enseigner aux enfants, d'enseigner aux jeunes que croire en les rêves, ça fait en sorte qu'ils arrivent, en fait. Parce que je lui disais, mais c'est ça le pouvoir de la pensée. C'est exactement ça dont je te parle à chaque fois qu'on se voit, quoi.
tout ce que tu veux, tout ce en quoi tu crois, ce que tu penses, ce que tu nourris au quotidien, c'est ce qui va se passer dans ta vie. Et en fait, elle est en train de le vivre de plus en plus. Quand on se rencontre, on en parle beaucoup. Et je me suis dit, yes, quoi. Je me dis, mais c'est ça. Et pour moi, c'est ça l'éducation, en fait. C'est élever les enfants à tous les possibles et à tout leur potentiel qui sommeille en eux et qui ne demande qu'à avoir une main finalement bienveillante et guidante qui dit « va par là, oui, évidemment que tu peux y aller. Va par là, mais oui, évidemment que tu peux y aller. » Tu sais, tu as juste à souffler quelque part sur ce vent de tous les possibles et ça leur fait comprendre que « ah oui, en fait, je peux vraiment y aller. » Et puis même s'ils se plantent, ils apprennent de toute façon. Bah oui, c'est clair. Est-ce que tu penses que c'est possible dans notre système actuel? Tu veux dire par rapport à quoi? Système éducatif? D'apporter en fait cette dimension justement, parce que enfin là, pour le coup, une fois de plus, tu prêches encore un convaincu. Est-ce que Ah ben voilà. Tu prêches un convaincu. La question, c'est est-ce que tu penses qu'on peut amener cette dimension dans notre système, tu vois, est-ce que ça te semble faisable, quoi? Est-ce qu'on est obligé pour ça de créer des écoles nouvelles ou des écoles alternatives, ou est-ce que tu penses qu'on a cette possibilité de l'intégrer dans notre système actuel, l'éducation nationale? Eh ben, écoute, mon grand rêve, moi, ce serait vraiment d'aller donner des formations, des conférences aux enseignants directement. Parce que je crois en effet qu'on peut créer des nouveaux systèmes, puis j'ai vraiment envie de faire ça aussi. Mais je crois que la chose la plus puissante, finalement, c'est de rentrer dans le système actuel et de lui permettre d'évoluer. Parce que je crois qu'il y a plein de bonnes choses là-dedans. À la base de tout ça, je pense qu'il y a aussi une inspiration, une envie d'évolution, une envie finalement de faire participer tout le monde à cette société. Donc je crois qu'il y a aussi ça. Et si on peut aller, moi je crois que ça joue à peu de choses en fait. Si on peut aller rallumer la flamme en chacun de cette flamme, parce qu'on a tous un enfant rêveur en nous. Et si on peut aller rallumer la flamme chez les enseignants et leur montrer qu'en fait, c'est pas nécessairement uniquement, en tout cas, leur formation et ce qu'ils ont appris qui va faire la différence, mais c'est comment ils vont être dans leur classe qui va faire la différence. Et donc, finalement, leur donner ce qu'ils ont envie, parce que je crois que ce qui est très difficile pour les enseignants aujourd'hui et ce qui fait qu'ils sont en burn-out, c'est la pression qu'ils ont par rapport au programme, mais c'est aussi le fait qu'ils n'ont pas l'impression qu'ils peuvent être eux-mêmes. Or, je pense que ce n'est pas vrai. Je pense qu'on peut véritablement, et il y a eu des documentaires qui ont été faits aussi par rapport à ça, je pense qu'on peut vraiment être qui on est et que c'est nos croyances qui font qu'on n'arrive pas à être qui on est. C'est pas le système, tu vois. Le système, il est ce qu'il est, mais donner le pouvoir au système de nous empêcher d'être qui on est, c'est faux en fait, c'est nous rendre victimes de quelque chose et c'est ne pas reconnaître le pouvoir justement dont je te parlais, le pouvoir de la pensée, le pouvoir créateur qu'on a. Et je crois que justement, si on pouvait tous et chacun retrouver notre autorité intérieure, retrouver notre pouvoir créateur, on pourrait pleinement changer le système de l'intérieur. Et puis après, peut-être qu'il y aurait quand même malgré tout des écoles autres et puis d'autres possibilités, d'autres potentiels. Mais en tout cas, il y aurait autre chose déjà dans le système actuel. Mais voilà, comment ? Je crois que, je sais pas, parfois je me dis, il y a deux solutions. Soit on rentre par la porte où on va chercher le point commun et on va à cet endroit-là. Et puis, on laisse passer petit à petit la poudre de magie qu'on distille à travers l'inspiration qu'on peut donner nous-mêmes par cette flamme qui est allumée en nous. C'est-à-dire dans des façons concrètes, avec des choses très pragmatiques et des choses comme ça, mais qui malgré tout distillent cette énergie de magie, cette énergie de tous les possibles, cette énergie de vraiment commencer à comprendre comment la pensée fonctionne et ce genre de choses-là. Donc de façon assez pragmatique, assez concrète, avec des mots justement qui vont pas faire peur, et donc de pas nécessairement dire qu'on va révolutionner les choses, mais juste qu'on va apporter un petit plus par rapport à ce qui se passe, par exemple, pour aider les gens en burn-out, pour remettre de la joie dans l'enseignement ou des choses qui potentiellement peuvent amener plus dans l'éducation. Ou alors, c'est carrément être complètement hors de la boîte, et tellement hors de la boîte que ça donne à penser différemment et que peut-être il y a une personne qui à un moment dans l'éducation nationale va être touchée par ça et va se sentir allumée par ça et va prendre le projet en fait et va dire mais oui on y va quoi.
Et je suis pas toujours sûre de ce qui est le mieux. Moi, j'ai plutôt tendance à être hors de la boîte, mais j'ai la capacité aussi de jouer au caméléon. Donc, je me dis, si c'est par cette porte-là qu'il faut rentrer, pourquoi pas aussi. Moi, je l'observe dans les deux sens, en fait, parce que maintenant, j'ai cette opportunité d'être en contact avec et le monde institutionnel et les gens qui sont un peu à l'extérieur. Donc, du coup, j'observe et je discute avec les deux. Ce qui est chouette, c'est que tout le monde va dans la même direction. Donc globalement, voilà, il y a vraiment un chemin qui est unique. Donc si on se revoit dans 15 ans pour parler de sujets éducatifs, tu verras qu'il y aura plein de belles avancées et que ça se verra en fait vraiment par les citoyens, par les enseignants, etc. Donc ça, c'est plutôt la bonne nouvelle. Après, on est encore à un stade aujourd'hui où ça devient vraiment, et c'est globalement, on peut même le généraliser aux citoyens, c'est très souvent des initiatives personnelles. C'est-à-dire qu'un enseignant qui va essayer de mener des expériences au sein de sa classe, c'est un peu ce que tu soulignes, c'est-à-dire c'est à un moment donné un citoyen qui a eu, je sais pas, qui s'est éveillé à quelque chose, qui a eu un déclic et qui s'est dit tiens, bah pourquoi pas, écoute, je m'en fiche du regard des autres. Moi, ce truc-là, ça me branche bien, je vais l'essayer dans ma classe. Et donc si on synthétise vraiment, on peut dire qu'il y a les 50% des enseignants qui sont dans cette démarche. Et puis 50% qui sont peut-être pas encore prêts, faut encore semer des graines pour ouvrir un peu plus les consciences, pour qu'ils essayent aussi et qu'ils accordent du crédit à leurs camarades ou à leurs collègues. Mais c'est vrai que voilà, globalement, la situation est quand même plutôt positive. Il faut encore continuer à semer des graines comme tu le fais toi de ton côté, comme nous on le fait, et plein d'autres acteurs le font. Et c'est comme ça qu'effectivement les choses vont vraiment bouger de plus en plus. Oui, tout à fait. Et tu vois, quand je t'entends dire ça, moi ce que je vois en fait véritablement, c'est oui, qu'ils donnent du crédit à leurs collègues, mais je crois que c'est aussi qu'ils se donnent du crédit à eux. En fait, je crois que là où la personne, l'enseignant peut-être a du mal à changer, c'est parce que on lui a pas appris à écouter sa petite voix intérieure. On lui a pas appris qu'il avait déjà une sagesse en lui. On lui a pas appris qu'en fait, il avait déjà tous les possibles en lui et qu'il pouvait vraiment croire et faire confiance. Tu vois, moi, je passe beaucoup de temps justement à restaurer cet espace-là où finalement, quand on était enfant, jeune, nos parents, la plupart du temps, ne nous ont pas dit, tu sais, il y a une petite voix en toi qui est un vrai GPS en fait, et si tu l'écoutes, ça te donne le chemin de la vie à chaque instant. Et tu vois, et qui nous disait, mais en fait, tu dois apprendre à t'écouter, et puis tu vas voir, il y a tout qui va se mettre en place. Non, en général, enfin, moi, en tout cas, c'est comme ça que j'ai grandi, mais des gens que j'accompagne, c'est quand même la plupart aussi. C'était, tu feras ce que je te dis tant que t'es dans ma maison. Ici, t'as pas droit au chapitre, c'est moi qui décide. Donc, en général, on a plutôt tamisé cette voie-là. On nous a plutôt dit, ben non, t'as pas le droit de penser, t'as pas le droit d'être. Non, ce que tu penses, ça ne vaut rien. Et donc, qu'est-ce qu'on a appris ? On a appris à constamment écouter une autorité extérieure. Et donc, souvent, ce qui se passe, c'est que si on n'a pas un terreau de sécurité intérieure, tu vois, un sol sur lequel on est vraiment posé et on se sent confiant, en fait, qu'est-ce qui va se passer ? On va se réfugier dans nos études, on va se réfugier dans ce qu'on a appris, on va se réfugier dans le programme et on va se réfugier dans tout ce que l'éducation nationale dit pour être en sécurité. Après, on va aussi se sentir limité par ça, mais en même temps, la limite, on la chérit. Parce que c'est comme ça qu'on se sent en sécurité. Et c'est là où il y a un problème, je pense, aujourd'hui, c'est qu'en même temps, il y a une envie d'évolution, mais en même temps, il y a encore une grande partie de personnes qui n'ont pas cette sécurité intérieure. Et peut-être parce que simplement, la conscience ne s'est pas encore ouverte à autre chose. Tu sais, comme je le disais tout à l'heure, justement, à quelque chose de plus grand que nous, qui nous permet de nous déposer dedans aussi. Et donc, ce que ça crée, c'est qu'on est avec cette insécurité et la seule chose qui nous sécurise, c'est ce qui nous emprisonne aussi. Et donc là, pour moi, il y a une prise de conscience qui doit avoir lieu de je peux trouver ma sécurité ailleurs que là-dedans parce que j'ai une vraie sagesse à l'intérieur. Et plus je vais écouter cette petite voix et petit à petit réenchanter mon monde en découvrant que c'est très pragmatique, c'est très concret cette voix intérieure, c'est pas du tout flyé, c'est pas justement la spiritualité, c'est pas olé olé en fait. D'ailleurs, on est tous les deux des entrepreneurs, tu sais, on a tous les deux une société, donc je veux dire, bien la preuve que être spirituel, c'est pas du tout être flyé. On peut être très concret, les deux pieds dans le monde, avancer, enfin voilà, dans tout ça. Et je crois que c'est ça qui fait la différence en fait. Donc il y a quelque chose à restaurer de l'ordre de justement de cette part blessée qui a dû à un moment dans sa vie se couper d'elle-même et comme vivre dans une soumission à une autorité extérieure. Et par rapport à ce qu'on vit aujourd'hui, pour moi, c'est la même chose, en fait. On doit se réapproprier cette autorité intérieure, en fait. Reconnaître que mon pouvoir le plus grand, c'est de choisir.
Et ça veut pas dire me rebeller, ça veut pas dire me révolter contre tout ce qui se passe, parce que moi, je suis pas du tout là-dedans. Mais c'est vraiment de juste reconnaître ça. Et qu'est-ce que ça changerait dans ma vie si je reconnaissais que chaque instant, j'ai le choix, en fait. Chaque instant, je suis libre. Chaque instant, j'ai le pouvoir de faire une différence par qui je suis et tout ce que je choisis. C'est clair, mais je pense aux personnes qui nous écoutent. Il y en a sûrement dans le lot qui trouvent bordé de bon sens, en fait, tout ce que tu dis. Moi, le premier. Et je pense qu'il y en a certains qui doivent se dire, mais ok, mais comment je fais? T'as des outils? Ok. Alors, comment je fais? Je pense qu'il y a plusieurs aspects, en fait. Je crois que ça dépend. Si on est déjà quelque part, si on est déjà ouvert à tout ça, c'est vraiment concrètement, pour moi, c'est se connecter tous les jours, déjà apprendre à se connecter à sa voix intérieure. C'est-à-dire, au lieu d'avancer dans la vie de façon automatique, en se disant, je suis sur des rails, la société est comme ça, j'ai pas la possibilité de faire autrement. C'est de commencer vraiment à devenir conscient de nos croyances limitantes. Qu'est-ce qui me limite dans ma vie? Et pour moi, il n'y a rien à faire. On est obligé de commencer à regarder nos croyances parce que sinon, on continue à évoluer comme ça. Si notre vie est telle qu'elle est, c'est parce qu'on a été conditionné à fonctionner comme on fonctionne. Et donc, on peut croire qu'on est libre, mais en fait, on est vécu par nos croyances et nos conditionnements. Donc, la meilleure façon de pouvoir changer, c'est de commencer à devenir conscient de tout ce qui vit en nous. Donc, plutôt que d'essayer de se révolter, et je trouve que la période elle est très bien pour ça, plutôt que de se révolter contre tout ce qui se passe à l'extérieur. De toute façon, je pense pas que là, aujourd'hui, on puisse changer quoi que ce soit, sauf en allant en soi, en devenant conscient de toutes nos limitations, de toutes nos prisons, de toutes nos croyances limitantes, et commençant à regarder ça et se dire, OK, si ma vie est telle qu'elle est et que je ne l'aime pas, si je trouve que j'ai pas assez d'argent, si je trouve que j'ai pas assez de liberté, si je me sens comme en dictature dans le système, si j'ai l'impression que je sais pas moi, que je dois me soumettre et que j'ai pas de choix, d'où ça vient? Qu'est-ce que j'ai vécu dans ma vie qui fait que ça se répète aujourd'hui? Parce que pour moi, c'est vraiment ça, en fait. La vie est une répétition constante de tous les schémas jusqu'à ce qu'on devienne libre. Et quand on est libre, en fait, ça ne se répète plus de la même façon. C'est comme si on se mettait à vivre au-dessus de ce que j'aime appeler le champ de bataille, parce que quelque part, quand on est en train d'essayer de résoudre les choses au niveau de la forme des choses, donc dans la matière, qui a raison, qui a tort, qui dit vrai, est-ce qu'il y a de la manipulation, est-ce qu'il n'y en a pas, qu'est-ce qu'on fait ici, là, ça va pas en fait. Pour moi, on doit aller plus haut, et c'est pour ça que la spiritualité est importante. Donc si on est déjà ouvert à ça, c'est vraiment aller plus haut et commencer à regarder vos croyances, rencontrer vos émotions et libérer tout ça. C'est-à-dire rencontrer, respirer dedans, aller danser, aller crier dans les bois si vous avez besoin. Enfin, faites des choses qui vous font du bien pour sortir tout ce qui vous enferme, qui ne parle que de vous et de votre histoire, et qui, en fait, va vous permettre d'accéder à quelque chose de plus vrai, de plus juste et de plus aligné en vous. Et à ce moment-là, demandez à la vie, à chaque instant, guide-moi. Tous les matins, quoi. Levez-vous tous les matins et dites-lui que ma journée te soit dédiée. Guide-moi. Et pour moi, vraiment, ça fait 15 ans que je vis en disant à la vie de me guider, quoi. Tous les matins, je dis, OK, montre-moi le chemin. Et je crois que c'est une humilité qu'on doit avoir, en fait, en tant qu'être humain, c'est de se rendre compte aussi, on est tout, et en même temps, on est petit par rapport à ce tout. Et on vit vraiment les deux aspects. Et quand on reconnaît que je suis petit par rapport à cette immensité, et que je demande à l'immensité aussi de me guider dans toute sa sagesse, qui est aussi la mienne, eh bien, en fait, finalement, qu'est-ce qui se passe? C'est que je vis d'un espace beaucoup plus vaste que moi. Et donc, à chaque fois que je reconnais, je sais pas comment faire ça. Je sais pas dans quelle direction aller. Je sais pas qui contacter. Je sais pas comment mettre mon projet en place. Eh bien, qu'est-ce que je fais? Je m'ouvre à recevoir de l'inspiration. L'inspiration, c'est la voix de la vie, c'est la voix de la sagesse, c'est la voix de qui je suis, en fait, en vérité, qui me guide à chaque instant, tel un GPS donne sa route quand on va en voiture pour aller de Bruxelles à Montpellier, par exemple. Et bien, c'est ça, en fait. C'est aussi simple que ça et c'est très pragmatique. Comment je vais là? Comment je fais ça? Qui j'appelle? Qu'est-ce que je fais? Vers quoi je vais? Comment je développe ça? Quand je pense que je suis pas capable, que j'y arriverai jamais, se poser les questions. Est-ce que c'est vraiment vrai? Est-ce que je suis incapable à 100% de ma vie? Non, je suis sûre qu'il y a des moments dans votre vie où vous êtes tout à fait capable, même si c'est des toutes petites choses. Et en fait, quand on se met à voir ça et qu'on commence à mettre en doute les choses qu'on a comme des certitudes
eh bien, ça commence à ouvrir un espace de possible qui est plus vaste que celui qu'on avait avant. Et en fait, plus on fait ça, et plus on crée des brèches de nouveaux possibles, et plus on ouvre des portes pour que, à chaque fois, on devienne plus vaste, et donc on commence à s'ouvrir à de plus en plus de potentiel qui sommeille en nous. Et donc pour moi, c'est une façon assez concrète de vraiment avoir accès de plus en plus à tout ce qui est là, et qu'en fait, on devienne de plus en plus illimité. Et ce qu'on va voir, en fait, c'est que on est vécu par la vie, c'est-à-dire qu'on reçoit de l'inspiration en permanence. Donc ce qui est important, c'est quand on ouvre ça, c'est de passer à l'action. Parce que c'est bien d'ouvrir, c'est bien de regarder ses croyances, c'est très bien de regarder ses conditionnements limitants. Si vous n'êtes pas encore là, c'est très bien de méditer aussi, et puis de faire vraiment de l'espace en vous. Et même si c'est 2-3 minutes, 2-3 fois par jour, c'est génial. Si vous n'avez pas l'habitude, c'est très bien de commencer par ça. Mais c'est pas assez. Si on s'arrête là, c'est pas assez. En fait, il y a un moment où quand vous avez ouvert tout ça, passez à l'action, parce que la vie va venir vous donner des actions. Vous allez être inspiré, vous allez avoir envie de faire des choses. Et si vous restez là, vous allez vous sentir coincé et vous allez de nouveau vous sentir mal, parce que vous n'allez pas au bout du mouvement. Et passer à l'action, c'est mettre en action l'inspiration, c'est-à-dire que vous mettez l'être que vous êtes en action. Et donc, vous êtes constamment dans cette expression de la totalité de ce que vous êtes. Et pour moi, l'écoute, c'est véritablement ça. Et c'est comme ça que je la vois et que je l'enseigne, c'est que quand on se met à écouter notre voix intérieure ou la sagesse ou notre GPS, en fait, ce qui se passe, c'est qu'on est constamment connecté à son être. Parce que notre voix intérieure, c'est vraiment la voix de ce qu'on est de plus vaste, qui nous enseigne qui on est et à comment le vivre dans la forme concrète des choses, dans la manifestation, dans la matière, en fait. Et pour moi, c'est vraiment l'aspect le plus pratique et concret de finalement s'éveiller à notre vraie nature. En fait, c'est la pratique spirituelle par excellence, mais qui en même temps est très concrète et pragmatique. Oui, je suis d'accord. Dans le titre, l'école du mouvement de la vie, il y a le mot mouvement. Et je sais que tu aimes bien danser. Oui, tout à fait. Est-ce que ça fait partie des outils qu'on peut recommander aux gens de se lâcher, en fait, tu vois, de danser là où ils veulent, dans la nature, je sais pas, peu importe, ouais, on peut leur recommander ça. Okay. Ah oui, carrément. La semaine dernière, j'étais dans ma cuisine et j'étais en train de danser, j'avais mis la musique à fond et je me dis, ah bah oui, il faut que je partage ça aussi, en fait, parce que vraiment, Movement of Life, c'est pas juste, ou danser, c'est pas juste un moment comme ça dans une pratique, c'est la même chose pour la méditation, en fait. C'est, mais lâchez-vous, quoi. Lâchez toutes les retenues que vous avez, soyez la vie à chaque instant et laissez vivre cette joie qui vous habite. En fait, arrêtez de vous retenir, arrêtez de vous faire petit, arrêtez d'essayer de cadenasser ça dans un contexte bien particulier. C'est ce que je disais avec les définitions, en fait. C'est que on peut méditer à chaque instant dans sa vie, on peut méditer en faisant la vaisselle, en se brossant les dents, on peut méditer en nettoyant, en passant l'aspirateur, on peut danser en passant l'aspirateur, en se brossant les dents, en faisant la vaisselle, en cuisinant à n'importe quel moment. On peut aussi faire ça quand on attend au supermarché, quoi. On n'est pas obligé d'être impatient, en fait. Quand on est impatient, qu'est-ce qui se passe véritablement? En fait, ce qui se passe, c'est qu'on est bourré d'énergie, et on n'est pas en train de la mettre en mouvement. Donc, si vous écoutez vraiment le mouvement qui vit en vous, la plupart du temps, vous allez avoir envie de bouger. Et donc, qu'est-ce qui se passe? Si vous êtes impatient, demandez-vous, qu'est-ce que je ne suis pas en train de faire que la vie m'invite à vivre là maintenant? Et vous allez voir, vous n'allez plus vous trouver impatient, en fait. Vous allez comprendre qu'il y a de l'énergie qui vous traverse en permanence, parce qu'on est la vie, on est connecté donc à ça, et que quand on écoute vraiment ce mouvement, on n'a pas de retenue. Et ce qui fait qu'on est mal dans sa vie, qu'on est mal dans sa peau, c'est qu'on se retient en permanence parce qu'on essaye de correspondre à une définition, à une image, à ce qu'on imagine qu'on attend de nous. Et c'est ça qui fait qu'on est mal dans notre peau et dans notre vie. Mais quand comme tu dis, on se lâche tout simplement, mais la vie, elle prend une tournure mais complètement différente. Et c'est là qu'on enchante et qu'on remet de la joie partout en nous et autour de nous. Ouais, c'est clair. Là, on est autour de ce sujet, on est confronté très près au regard de l'autre. Ça c'est encore c'est une notion dans notre société qui est extrêmement compliquée pour la plupart des gens de s'extraire du regard de l'autre et que, comme tu le dis, en fait, ça les empêche pour la plupart de faire beaucoup de choses parce que ils accordent une importance tellement importante à ce que pensent les autres ou du coup au regard de l'autre que du coup ils s'empêchent de faire énormément de choses dans leur vie de tous les jours, quoi. Comment on peut, à ton avis, justement, enfin moi j'ai des idées, mais d'après toi, on peut s'extraire justement du regard de l'autre et de se lâcher en fait, clairement. Ouais, tout à fait.
La première chose que j'avais envie de te demander, c'est c'est quoi tes idées à toi? Moi, mes idées, c'est ce que je dis très souvent. Alors, pour ceux qui m'écoutent, ça va être un bis repetita. Moi, je pense qu'il faut, c'est une responsabilité citoyenne de prendre soin de soi. Et prendre soin de soi, pour moi, ça passe par des outils, mais basiques. Enfin, j'appelle ça des outils, mais on peut peut-être les appeler autrement. Très rapidement, pour moi, c'est revoir son alimentation. Donc, manger, en fait, des aliments qui sont bons pour notre santé et pas juste remplir, en fait, notre corps parce qu'on a faim, quoi. Donc, trouver vraiment les bons aliments qui sont bons pour nous. Faire attention à son sommeil. Faire une activité sportive régulière dans la semaine. S'entourer de gens positifs. Aller le plus régulièrement possible dans la nature. Faire des exercices de relaxation. Ça peut être de la méditation, peu importe. Mais qu'il y a un moment donné, 10 minutes dans la journée où tu peux juste te connecter à toi, en fait, et te poser. Voilà. Tout ça, si tu les ancres dans la vie de tous les jours et que ça devient une habitude, et donc ça te fait comme une routine, en fait, tu vois, de ton quotidien, automatiquement, t'es mieux dans ta tête, t'es mieux dans ton corps, t'es plus connecté à ta créativité. Et donc, du coup, forcément, le regard de l'autre, au bout d'un moment, tu t'en fiches parce que t'es bien, t'es juste bien. Donc, tu t'écoutes, quoi. Exactement. Voilà. C'est ça, ouais. Ouais, tout à fait. Merci, Julien. C'est génial. Ouais, tout à fait. Je pense en effet que quand tu es bien avec toi-même, forcément, le regard de l'autre, il t'importe peu. Ouais. Et pour comprendre qu'est-ce qui fait que le regard de l'autre m'importe autant, en fait, en général, c'est pas le regard de l'autre, en fait, qui m'importe. C'est que moi-même, j'ai des jugements par rapport à moi et qui viennent justement de croyances, de conditionnements, de choses qui m'ont été dites peut-être quand j'étais enfant, genre sois gentil avec ta sœur, sois gentil avec ton frère, qu'est-ce que t'es méchant, partage, t'es vraiment égoïste. Et quelque part, on a enregistré ça comme des vérités. Et en fait, du coup, on a créé une identité pour aller à l'encontre de ça, parce qu'on s'est dit, si je suis comme ça, je vais pas être aimée. Et donc, on a créé une identité qui va faire en sorte qu'on soit acceptable parce que le sentiment d'appartenance, c'est ce qui crée notre survie. Donc, c'est une des choses les plus fondamentales chez l'être humain. On a besoin de sentir qu'on appartient. Sinon, on a l'impression qu'on va mourir, en fait. On a besoin d'appartenir à la famille, on a besoin d'appartenir peut-être au clan plus large, qui va être la famille plus large. Et puis, on a besoin d'appartenir peut-être à un groupe d'amis ou ce genre de choses. Et puis, en grandissant, ça s'élargit. Et en fait, ce qui est important de voir, c'est qu'en général, ce que je projette sur l'autre, c'est-à-dire quand je dis j'ai peur du regard de l'autre, en fait, c'est parce que moi-même, j'ai un regard qui a été négatif, c'est-à-dire qui a été sali d'une certaine façon par des choses que j'ai entendues, que mes parents m'ont dites, qui n'ont pas fait comme pour me dire « t'es vraiment comme ça », mais comme la façon dont on l'enregistre, en tout cas en tant qu'enfant dans les 7 premières années de la vie, et puis même après, si on l'entend répétitivement, on l'enregistre comme une vérité à propos de nous. Donc c'est pour ça que je disais tout à l'heure, ce qui est important, c'est d'aller challenger ces vérités, tous, parce qu'elles sont pas vraies. Donc quand on se dit je suis méchant, je suis égoïste, je suis pas bienveillant, je suis dangereux. Moi je me souviens, j'avais un truc comme ça, c'est mon amour il est dangereux, parce qu'à chaque fois que j'allais vers mes parents, en fait ils me disaient toujours qu'est-ce que tu veux. Qu'est-ce que tu veux? Et puis moi, je voulais aller sur leurs genoux, je voulais leur faire un câlin. Et puis c'était comme si c'était toujours mon amour, il était genre manipulateur ou sali ou quelque chose. Il y avait toujours quelque chose de cet ordre-là. Et donc quand j'aimais, j'avais toujours peur de salir l'autre, de me dire il y avait un moment comme ça où et je me suis rendu compte, je me dis mais en fait, mais d'où ça vient ce truc? Et puis après, j'ai eu ce souvenir que quand j'étais petite, mes parents ils réagissaient toujours comme ça en fait. Et donc je voyais. Forcément, après, j'ai commencé à questionner ça et j'ai pu voir, mais oui, en fait, moi, j'étais dans ce don d'amour, j'avais juste mon cœur qui brûlait, j'avais envie d'aimer tout le monde. Et puis, il y avait eux qui n'étaient pas capables de le recevoir de la façon dont il était donné. Et du coup, leur interprétation de ce qui se passait a créé une croyance en moi. J'en ai fait une identité. J'ai cru, je suis ça. Et du coup, ça s'est répété dans ma vie. Et il y avait constamment des gens, même des amis, mais aussi des hommes avec qui j'étais en couple, qui me ramenaient toujours ce truc-là. Je me dis, mais d'où ça vient? Pourquoi je répète toujours ce truc-là? Et finalement, c'est quand on vient le challenger, c'est-à-dire, est-ce que c'est vrai? Est-ce que c'est vraiment vrai que mon amour, en fait, il pourrait salir? Est-ce que c'est vrai qu'il pourrait être dangereux? Est-ce que c'est vrai à travers de tout ça que j'essaye de manipuler? Et puis quand tu vas nettoyer le filtre à travers lequel tu te regardes. Donc moi, c'est vraiment quand j'ai nettoyé ce filtre-là que j'ai retrouvé la pureté de mon cœur, quoi. Et du coup, j'ai l'impression que mon amour, il a pu se donner encore de façon beaucoup plus vaste et encore plus démesurée finalement, et où j'ai retrouvé cette pureté enfantine, en fait. Et quelque part, je crois que c'est ça. On doit prendre conscience
pour lâcher justement ce regard de l'autre, cette importance du regard de l'autre, de comment je me vois. Donc, que les gens vraiment allez regarder comment vous vous voyez, comment vous vous regardez, qu'est-ce que vous n'aimez pas chez vous. Parce que ce que vous n'aimez pas chez vous, c'est certainement quelque chose dont vous avez fait une vérité qui n'est absolument pas vrai à propos de vous. Et si vous vous mettez à le regarder, à oser le questionner, vous allez vous voir que véritablement, vous pouvez vous libérer de ça. Et la question la plus essentielle à cet endroit-là, et je pense vraiment qu'elle est importante, c'est de vous demander, est-ce que c'est vrai à 100%? Ça veut dire que pour qu'il y ait quelque chose qui soit vrai, ça doit être vrai tout le temps ou ça peut pas être vrai. Parce que s'il y a une fois où c'est pas vrai, c'est pas la vérité. La vérité ne peut être quelque chose qui est 100%. La vérité, c'est pas à moitié vrai. C'est pas possible. C'est comme être enceinte. On est enceinte, mais on n'est pas enceinte. On peut pas être à moitié enceinte. Donc, la vérité, c'est pareil, en fait. Soit c'est 100%, soit c'est 0%. Et donc, si vous venez questionner ça, c'est-à-dire de vraiment vous dire, est-ce que c'est vrai que je suis pas capable? Est-ce qu'il y a des moments dans ma vie? Et ça peut être un truc tout bête, quoi. Regardez, par exemple, je sais pas, vous avez planté un clou, vous l'avez planté au bon endroit. Quand vous avez mis votre tableau, vous avez vu que c'était droit, c'était magnifique. Eh ben ça, c'est une preuve qu'il y a un moment dans votre vie, vous avez été capable. Et rien que ça vient défaire le fait que vous n'êtes pas capable. Donc moi, je vous invite vraiment à faire une liste de tous ces jugements que vous avez par rapport à vous. Osez vous regarder dans tout ce que vous n'aimez pas, ça va vous libérer à jamais et vous allez pouvoir passer à l'action à des endroits où aujourd'hui vous n'y arrivez pas. Et c'est en délivrant ce pouvoir d'action, en délivrant tous ces emprisonnements que finalement on va le créer, ce monde qu'on a envie de vivre. Parce que moi, je suis convaincue que c'est par la différence qu'on est tous et par notre unicité, notre côté unique, qu'on va permettre vraiment à ce monde de devenir, par son éclecticité, par le fait qu'on est tous différents, de devenir finalement ce qu'il est. Parce que notre richesse, c'est notre différence. C'est pas le fait qu'on est tous les mêmes. La société crée ça. L'éducation aujourd'hui crée ça. Mais la vérité, c'est qu'on est tous différents. On n'est pas tous les mêmes. Julien vient de vous donner une réponse. Moi, je vous donne ma réponse. Dans l'essence, c'est la même chose. Mais pourtant, on l'exprime de façon tout à fait différente, quelque part. Lui, il parlait des valeurs tout à l'heure par rapport au bonheur. Il est toujours vrai par rapport à ses valeurs. Donc, sa définition ne change jamais. Et moi, finalement, il y a des choses qui ont changé. Il y a eu un moment, c'était ça. Et c'est toujours vrai. Mais en même temps, il y a quelque chose de plus vaste encore et quelque part qui est plus juste encore aujourd'hui. Et donc finalement, ce qui est important, c'est que vous voyez qu'on a chacun quelque chose qui sommeille en nous, qui est une graine de possible et qui va permettre à ce monde de vraiment s'éveiller dans une autre façon d'être, dans une liberté, parce que nous, on se libère en fait. Ouais, c'est ça. Et bien comprendre que on est conditionné, qu'on le veuille ou non, dès le départ. Par l'école, par nos parents, par le pays dans lequel on grandit, par l'environnement dans lequel on se trouve. Il y a un conditionnement et qu'on se trouve en France ou n'importe quel autre pays dans le monde, c'est comme ça. Donc déjà, le comprendre et se dire « Ok, moi j'ai envie de me déconditionner de tout ça parce que ça me correspond pas au final », c'est peut-être déjà le premier pas, quoi. Exactement, tout à fait. Parce que c'est pas quelque chose de mal. Il faut pas non plus en vouloir à ses parents, il faut pas en vouloir au pays, il faut pas. Il y a personne à blâmer en fait. Ça fait vraiment partie du système de construction de l'être humain. Donc quand on comprend que c'est normal, à partir du moment où on voit que on commence à prendre conscience de ça, puis on se sent limité. C'est ce que je dis toujours. Tu vois, j'aime utiliser l'image. Si j'ai 12 ans et que je continue à mettre mon pyjama de 6 ans parce que je l'aime bien, il y a un moment ça devient vraiment trop petit. Il faut que j'aille m'acheter un pyjama de 12 ans. Les conditionnements c'est pareil. Pendant tout un temps dans la vie, ces conditionnements, ils nous ont servi. C'est comme les systèmes de défense, ils nous ont servi. Ils ont été là pour une raison, ils nous ont permis de devenir qui on est aujourd'hui. Puis si aujourd'hui, on se rend compte qu'on est prisonnier, qu'on n'est pas libre, qu'on n'est pas bien dans sa vie, qu'on n'est pas bien dans sa tête ou dans son corps, la meilleure chose, c'est de se mettre à questionner tout ça et de se dire, peut-être en fait que je suis dans mon pyjama de 6 ans alors que j'en ai 12. Et donc du coup, qu'est-ce que je fais? Je vais m'en acheter un nouveau. Donc forcément, je commence à explorer des nouveaux possibles. Et donc là, les nouveaux possibles, c'est devenez conscient de vos conditionnements parce que c'est la chose qui va vraiment vous libérer. J'aime bien cette idée du pyjama. Je vais me garder ça en tête. Ouais, vas-y. Peut-être que... Est-ce qu'il y a un copyright sur le pyjama ou est-ce que non, allez, je te l'offre. tu peux l'utiliser, Julien. Ça passe vite, Armelle. Mais oui, j'ai vu. Comment on fait pour te contacter, pour les gens qui aimeraient rentrer en contact avec toi, suivre tes formations, enfin te contacter en fait, tout simplement? Écoute, déjà par Facebook. Donc Facebook, j'ai mon profil privé Armelle Six, c'est à 5000, donc j'ai des dizaines de demandes d'amis tous les jours. Malheureusement, je peux pas y répondre. Mais allez
aller sur ma page publique Armel Six Movement of Life. Et de toute façon, je publie aussi tout là. Et puis, ça me ferait vraiment plaisir de pouvoir, à un moment, passer de mon profil privé à la page publique parce que du coup, je vais pouvoir recevoir et puis partager avec beaucoup plus de personnes. Donc, voilà, allez via ce lien-là. Et n'hésitez pas à me contacter par là. Sinon, il y a aussi mon site internet, rencontreenprésence.com, où je mets quasiment toutes mes activités. Et puis, il y a mon email, info@armelsix.com. Donc, si vous avez des questions ou envie de participer à quoi que ce soit, en général, vous avez les infos sur mon site internet et puis Lémi, si vous devez nous contacter, s'il y a des liens vers quelque chose ou des choses comme ça. Ça marche. Et donc, voilà, ce sera une joie de vous rencontrer, bien sûr. Tu as un compte Instagram ? J'ai un compte Instagram aussi qui s'appelle Armel Wake Up Be Alive. C'est aussi parce que j'ai un podcast en anglais. Donc voilà, ça fait partie du livre aussi qui est sorti en anglais, mais qui arrive bientôt en français. Donc voilà. Excellent. Tes bouquins d'ailleurs, on les retrouve où ? On les retrouve dans toutes les librairies. Okay. Et sinon, sur Amazon aussi. Je sais qu'il y en a beaucoup qui n'aiment pas commander via Amazon, mais pour l'instant, le livre en anglais, il n'est que sur Amazon. Et j'ai pas encore connu de nouvelles plateformes qui permet l'auto-publication, l'auto-édition autre que Amazon. Donc, mon prochain livre, il va aussi sortir là. Je sais qu'il y a plein de gens qui n'aiment pas trop ça, mais comme je te disais, je trouve que le monde de l'édition, c'est pas simple. Et puis, si vraiment on a envie d'être reconnu en tant qu'auteur, il n'y a pas beaucoup de formules, en fait. Donc, voilà. On se débrouille comme on peut. Exactement. On amène du bon dans tous les endroits, en tout cas. C'est ça. Merci beaucoup, Armel. Merci pour. Merci à toi, Julien. Je suis vraiment super heureuse de t'avoir retrouvé. Ouais, c'est cool. Merci à tous. Belle soirée. Merci à Armel de tenter de distiller de la poudre de magie dans le système, en particulier le système éducatif. Et merci à Julien Perron pour cette belle initiative et pour ces merveilleuses interviews. Vous retrouverez comme d'habitude dans le descriptif de l'épisode toutes les sources évoquées. J'espère que cet épisode vous a plu. J'aime beaucoup l'idée de continuer à vous partager d'autres podcasts inspirants à l'avenir en étoffant cette nouvelle série que j'ai intitulée « Un vent d'inspiration ». Dites-moi si ça vous tente ou pas d'avoir à nouveau d'autres épisodes comme ça, d'autres podcasts, ou si vous préférez que je reste sur les épisodes habituels. Alors, on le crée ce nouveau monde ? Si vous avez apprécié cet épisode, n'hésitez pas à en parler, à vous abonner, à mettre des étoiles sur les plateformes d'écoute de podcast et à me laisser des commentaires. D'autres pourront ainsi le découvrir à leur tour et c'est comme ça que vous m'aiderez le plus. Et puis, c'est aussi une manière de mettre votre pierre à l'édification de ce nouveau monde. Et si vous voulez aller plus loin et me soutenir financièrement, vous pouvez me faire un don sur ma page Tipeee. Pour en savoir plus sur le podcast, rejoignez-moi sur Instagram ou sur Facebook. On se retrouve dimanche dans 2 semaines pour le prochain épisode. Et en attendant, n'hésitez pas à danser avec le vent du changement.